Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Nous sommes en guerre. Et nous le resterons en guerre. En tout cas pour le moment, hélas, hélas. Et nous sommes en guerre à tout niveau, même au niveau des chiffres et des lettres. Comment les chiffres et les lettres? Oui, cette émission a commencé en 1965, l'ORTF. Elle s'arrête. Elle s'arrête, après tout, nos autres émissions, nous savons que nous sommes mortels, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Bernard Cerchilini, professeur de l'Université de Paris, membre de l'Académie royale de Belgique et linguiste, amoureux de la langue. Et pourquoi, effectivement, et combien d'émissions restent là-dessus. Et puis, on va parler d'un livre, nous les avions reçus il y a 15 jours, il y a 2 semaines très exactement, à Berkov dans tous ses états, et ça a été absolument le tsunami de réactions. Transmania, l'essai de Dora Mouton et de Marguerite Stern, fait beaucoup de bruit, et pas seulement, et alors ça provoque des réactions, mais tous azimuts. Il y a eu encore des manifestations hier, pas seulement sur le livre, mais sur le projet de loi de DLR, etc. Qu'est-ce qui se passe sur le plan LGBTQI, transphobie, disent les uns, absolument pas, disent les autres, scandale d'État. On en parle avec Dora Mouton et Marguerite Stern. Transmedia. Et puis évidemment, les perles, Valérie Hayé, magnifique. Elle se surpasse en ce moment et elle a raison. Et puis, les Restos du Cœur. Est-ce que c'est encore le cœur quand on entend qu'une certaine colombe a été évincée, bénévole, le Resto du Cœur a été évincé. Et puis le reste, évidemment, la Galerie des Glaces à toute Versailles, après le Louvre, après etc. Allez, on jette, on pollue les endroits au nom de la sûreté et de la protection de la planète. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous allons recevoir Jean Lucas, un rebelle à la DST, 15 ans de protection, de sécurité du territoire, avec des histoires quand même assez croquignolesques, c'est le moins que l'on puisse dire. Attachez vos ceintures, on part. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et les chiffres sont-ils dans tous leurs états et les lettres sont-elles dans tous leurs états? On en parle des chiffres, si ce n'est pas pour les trafiquer, on en parle des lettres, si ce n'est pas pour en fumer. Des chiffres et des lettres, ça traduit quoi? On en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Qui d'entre vous n'a pas entendu ce générique? Pendant les années 80, c'était le générique de l'émission, l'une des émissions les plus populaires de la télévision française, des chiffres et des lettres. Je rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le plus ancien jeu télévisé de France. Il est né, vous savez, en 1965. Ça veut dire presque 60 ans. ORTF, année de l'ORTF, hein. Et voilà. Et puis aujourd'hui, il disparaît. Bon, eh bien, écoutez, hein, les êtres naissent et meurent, et les émissions aussi. Simplement, on peut se demander si cette émission, qui parlait effectivement de chiffres et de lettres, comme son nom l'indique, et qui parlait aussi d'orthographe, bien sûr, parce qu'il fallait, quand on choisissait les mots, les orthographier selon le Larousse, le divin Larousse, et puis le petit Robert, et puis tous les autres. Bernard Cerchilini, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Paris, professeur émérite, vous êtes membre de l'Académie royale, et surtout, vous êtes linguiste, on vous avait reçu pour ce livre
merveilleux avec Eric Orsena sur justement les mots émigrés, les mots émissaires, etc. Et je crois que vous avez, Bernard Cerquilini, il faut le rappeler, l'une des dernières émissions, sinon la dernière, à la télévision française. Ou à la télévision française, sur TV5. Eh bien, écoutez, je crains de faire la dernière émission consacrée à la langue française dans la télévision publique, pas française en l'occurrence, mais francophone, puisqu'il s'agit de TV5 Monde, une émission quotidienne de 2 minutes intitulée « Merci professeur, je réponds à des questions d'orthographe, de langue, de lexique, ainsi de suite. » Eh bien, écoutez, voilà, vous êtes le dernier des Mohicans, c'est bien, et j'espère que vous le serez encore longtemps. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça traduit au-delà c'est l'histoire des chiffres et des lettres. Moi, ce qui m'a absolument étonné, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, c'est qu'on se dit, mais il n'y a plus, les télévisions françaises, il y a la télévision de service public, hein, on parle de service public, il n'y aurait pas de la place pour une émission parlant d'orthographe et de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a sentir? Écoutez, bien sûr qu'il y a de la place pour une émission, mais j'ajouterais qu'il doit y avoir une émission. Regardez, 60 ans de succès pour une émission consacrée à ce que l'on appelait sous Jules Ferry, lire, écrire, les lettres, compter, les chiffres. 60 ans d'émissions liées à l'enseignement de base de ce que nous avons acquis à l'école. 60 ans d'émissions consacrées à ce qui nous fonde et nous unit, c'est-à-dire la langue française. 60 ans de jeu sur le mot, sur l'orthographe. Cela traduit le rôle de la langue dans notre nation, dans notre façon d'être ensemble, et surtout l'amour de la langue. Il faut qu'il y ait des émissions sur la langue française, et la preuve, c'est, je dis ça sans vanité, elles ont beaucoup de succès, elles durent longtemps. La mienne a 15 ans, et j'arrive au nombre de 1730 émissions. Elles sont suivies. Et oui, elles ont une vie et on voit bien. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas. Alors on a dit oui, c'est passé ça a été pendant des années. Elle était quotidienne. Ensuite, c'est passé le week-end. Ensuite, on dit. Alors on voit bien le directeur des programmes dit un peu gêné. Oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne rencontrait pas l'audience. Mais une chose quand même, Bernard Cerquilini, faut quand même rappeler que le service public que nous subventionnons par nos impôts, etc., c'est justement pour dire nous échappons à la tyrannie, en tout cas à la priorité de l'audience. C'est un service public, et qu'est-ce qui est plus service public que l'apprentissage de l'orthographe, que la connaissance de la langue et de l'orthographe, comme vous dites. On a tous joué au Scrabble, hein, et on continue à jouer au Scrabble, c'est un peu ça aussi. Et comment vous expliquez quand même cette espèce, parce que c'est général, il n'y a pas quand même qu'à la télévision, on voit très très bien, on en parle du pédagogisme, de la diminution, si vous voulez, de la connaissance des mots, on dit maintenant c'est devenu presque basique, alors n'exagérons pas, mais quand même, il y a incontestablement une espèce de, je dirais pas d'effondrement, mais de réduction, de givaroisation des mots. Ça traduit quoi, ça, selon vous? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, répondre à la demande, c'est faire du commerce. Éclairer la demande, c'est le rôle du service public. Ouais. Et donc, le service public doit proposer des émissions. En ce qui me concerne, je rends hommage à Jean-Jacques Ayagon, qui à l'époque était le PDG de TV5 France, qui m'a reçu un jour et qui m'a dit « Il faut qu'il y ait sur TV5 une émission de langue française. Ouais. Tu vas le faire. » Bon. D'accord. Et donc, je crois qu'il faut service public. Or, étant donné le rôle de la langue dans notre société, dans notre nation, étant donné les besoins d'orthographe, car, et là je réponds à la deuxième partie de votre intervention, il y a en effet moins de respect de l'orthographe, c'est clair, mais toujours autant de besoins. Cher André, on n'a jamais autant écrit le français depuis qu'il s'est détaché du latin au IXe siècle. On n'a jamais eu autant besoin de lire et écrire. Et, au XIXe siècle, on a appris à lire et écrire à tous les petits Français, mais tous les petits Français n'utilisaient pas l'écrit. Tout le monde, maintenant, doit écrire, doit... Et oui, et non seulement cela, on écrit beaucoup de mails aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet, etc. Et les mails, il vaut mieux
même dans les mails, ne pas faire de faute d'orthographe. C'est parce que, effectivement, ça travestit. Mais justement, dans ma question, il y avait aussi ça, Bernard Sacchilini. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'il n'ait pas songé à la remplacer, qu'on ne songe pas aujourd'hui à faire autre chose? D'ailleurs, dans les télévisions de service public et même ailleurs, qu'il n'y ait pas cette espèce de bagarre, de lutte pour la langue française. Encore une fois, on a l'impression que, je dis pas qu'on a abandonné le terrain, mais que quand même, bon, ce n'est pas la priorité. Donc voilà. Alors. D'abord, la défense de la langue paraît ringarde. Ah oui, c'est fou ça. Mais d'où ça vient ça, Bernard? D'où ça vient que la défense du français de la France, enfin de la langue française, paraît ringarde? D'où ça vient ça, à votre avis? Oh, il y a pas tas de raisons. Certains font les yeux doux à l'atlantisme et alors en l'anglo-américain. Aussi, disons que peut-être qu'elle a été défendue de façon un peu traditionnelle, un peu puriste, cette langue, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On va pas défendre le français avec bijoux, chou, cailloux. Je crois personnellement, d'ailleurs, je suis par exemple pour la simplification de l'orthographe. Il faut qu'on mette un S à bijoux, chou, cailloux, et puis on fait gagner du temps aux enfants. Il y a ça. Hein. Il y a au fait, or, et j'y reviens. Il faut enseigner l'orthographe. L'orthographe est peut-être survalorisée socialement, mais c'est un fait. Il faut l'enseigner. Or, l'orthographe française est complexe. Pour des raisons historiques, elle est complexe, on ne la changera pas. Il y a beaucoup d'homonymes en français et d'homophones qu'il faut distinguer, ainsi de suite. Donc, le service public, par son école publique, par sa télévision et sa radio, doivent aider à l'enseignement, un enseignement plus intelligent, mais il doit aider à l'enseignement de l'orthographe. Vous voyez ? C'est important. On ne fera pas une simplification phonétique de l'orthographe. On va la maintenir telle qu'elle est pour des tas de raisons. On peut la régler à la limite, mais il faut continuer à enseigner. Or, et il se trouve que il y a bien longtemps, j'ai dirigé l'enseignement primaire et j'ai donc rédigé les programmes pour mon ministre, qui était Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Et j'ai bien vu que par rapport à l'école de Jules Ferry, on enseigne beaucoup d'autres choses à l'école, et c'est bien. Oui, bien sûr. La biologie, l'informatique, et donc la part laissée à l'orthographe a été réduite. Donc il faut bien, d'une part, un enseignement encore plus intelligent, et je rends hommage aux maîtres et aux maîtresses, et d'autre part, d'autres voies. Il faudrait... les autres voies, Bernard Sacchilini, c'est bien ça. Les autres voies, ce serait justement... comme la vôtre, mais aussi, comme les chiffres et les lettres, une bonne émission à la télévision qui parlerait, qui ferait aimer et encourager la langue et l'orthographe. Je vous remercie, mais j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'accord du participe passé, avec le sourire. J'ai fait une émission intitulée « Les femmes qui se sont succédées se sont souvent haïes ». J'ai l'accord avec les pronominaux. On peut, avec le sourire... expliquer ces points qui sont importants et qui sont délicats. Et donc là, c'est vraiment... La République a pour langue le français. Elle a pour mission d'enseigner le français. Le français, c'est ce qui fait la France, disait Michelet. Elle doit utiliser tous les moyens, un enseignement plus rationnel, l'école, bien sûr, l'école, et on a cessé de grignoter le nombre d'heures consacrées au français, je le regrette. Et puis d'autres voies. Et l'audiovisuel, c'est fondamental. On peut faire des émissions plaisantes, agréables, pleines d'agréments, qui enseignent l'orthographe grammaticale. Les accords, par exemple, c'est fondamental. Distinguer l'infinitif du participe passé, vous devez le faire, sinon vos textes sont incompréhensibles. Bien sûr. Et c'est pour ça que vraiment, que le service public y pense. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'aimerais que si je dis Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé, eh bien que l'orthographe de laisser soit enseignée. Eh oui. Merci Bernard, c'est le cas de le dire. Merci Bernard Sacchilini. Voilà. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard Sacchilini pour être revenu sur la fin des chiffres et des lettres. Et restez bien avec nous car tout de suite nous recevons Dora Muto et Marguerite Stern pour évoquer leur livre Transmania. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a exactement 2 semaines, lundi, donc, nous recevions Dora Muto et Marguerite Stern pour leur essai Transmania. Nous avions consacré 1 heure à cet essai qui est paru aux éditions Magnus et qui contenait beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, on était heureux, et on l'est toujours, de les recevoir. Et Mamma mia, le tsunami, ça sort, et puis ça y est, c'est le volcan, c'est l'explosion, et j'ai envoyé à l'une d'entre vous en disant, de toute façon, vous avez gagné, parce qu'on en parle, et vous le savez très bien, l'adage, qu'on en parle mal, quand on en parle bien, on en parle, sauf quand il y a des menaces, quand il y a de la violence, quand il y a des choses comme ça ne va plus. La liberté d'expression, ce n'est pas un match où on donne des lions à manger aux chrétiens ou des chrétiens à manger aux lions. C'est pas ça, hein. C'est la discussion. La moindre des choses, vous n'êtes pas d'accord, vous discutez. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur... Mais on est en 2024, et en 2024, ce n'est plus le problème. En tout cas, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un trans? Eh bien voilà, il y a eu donc ce livre, il y a des projets de loi qui sont déposés, il y a énormément de choses. On va en parler avec Dora Muto et Marguerite Stern, parce que ce livre a mis, entre autres, le feu aux poudres. Vous dites le feu aux poudres, mais comment? Eh bien, écoutez ce qui s'est passé hier. Il y a eu des dizaines de manifestations contre la transphobie. C'est pas Transmania. Transmania, c'est pas un livre transphobe, et elles en parleront. Mais il y a eu ceci, écoutez. Leur but, c'est de génocider les personnes trans. De plus en plus, on a une offensive anti-trans qui est en train de se faire partout dans le pays. À l'Assemblée nationale, au Sénat, on a des textes de loi qui sont amenés, des textes de loi qui vont probablement et peut-être être votés. On a une culture anti-trans qui est en train de se mettre en place en France, avec des livres, avec des personnes qui font pression, avec des groupes de pression qui sont en place absolument partout. Ce rapport préparait même de punir les médecins qui aideraient les personnes trans mineures à faire des transitions. Ce rapport demande aussi le rétablissement des thérapies de conversion pour les personnes trans en France. C'est un contexte fascisant qui fait que même s'il s'attaque à des minorités, pour le moment, ça va devenir de plus en plus grand, et on va avoir un contexte de plus en plus radical qui va ne plus laisser la place à personne. Alors, avec des livres, contexte fascisant. Alors, Dora Muto, Marguerite Stern. Alors, vous contribuez à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis la sortie du livre, il y a beaucoup de réactions du monde trans et du monde institutionnel aussi. Déjà, quand on a eu des publicités dans Paris, les publicités ont été décrochées par JC Déco, qui a reçu un ordre de la mairie de Paris. Ensuite, nous donnons une conférence demain à Assas, et il y a Yann Brossat. Demain mardi, c'est ça? Demain mardi? Oui, demain, non, ce soir, en fait. En fait, c'est ce soir. Ce soir, oui, d'accord. Voilà. Oui. Lundi à Panthéon-Assas, absolument. Par la cocarde. Soir, en fait. Oui. Exactement. Et il y a Yann Brossat et certains autres de son clan communiste qui ont demandé au préfet de Paris de faire annuler la conférence. Et puis par-dessus le marché, hier, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes de France contre ce qu'ils appellent l'offensive anti-trans, mais en réalité, c'était contre notre livre et contre le projet de loi des Républicains pour faire bloquer les transitions des enfants. Alors justement, d'ailleurs, on a entendu Dora Muto au fond du Rhin, à Strasbourg. On vous donnait un Marguerite Stern, j'imagine aussi qu'on veut vous noyer un peu. Alors, Marguerite Stern, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que il y a une espèce de réaction qui consiste à dire que votre livre est transphobe. Or, est-ce que votre livre est transphobe? Non, notre livre n'est pas du tout transphobe. En fait, il se trouve que ces militants actuellement disent que tout est transphobe. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous avez le malheur de dire que les femmes sont des femelles
et que les hommes sont des mâles, on vous dit que vous êtes transphobe. Donc c'est sûr qu'à partir de ce postulat, ils considèrent que notre livre est transphobe. Notre livre n'est pas transphobe, il n'y a aucun appel à la haine, aucune menace, aucune insulte, aucune violence à l'encontre des personnes trans. Bien au contraire, c'est des personnes qu'on a essayé de comprendre vraiment. On a essayé d'analyser les raisons de leur transition. Voilà, on décortique tout ça, on décortique aussi, et c'est ce qui plaît pas du tout, tout le système, c'est-à-dire la façon dont l'idéologie transgenre s'infiltre dans les universités, dans les écoles, dans les médias, dans les grandes entreprises. Et donc c'est en ce sens-là qu'on parle d'idéologie d'ailleurs, et c'est souvent ce qui déplaît. Mais on a encore le droit d'analyser un système. Bien sûr. Et je rappelle aussi que ce qui a aussi beaucoup déplu, je vous le dis parce qu'après l'émission, nous avons vu le nombre de réactions, c'est quand vous avez parlé aussi, il faut le dire, de ce qu'on peut appeler quand même le business, ou en tout cas le fait que une transformation peut coûter de 100 à 125 000 euros, entièrement remboursée par la sécurité sociale. Et je dois dire que ça a provoqué beaucoup de réactions quand on sait ce que coûtent des changements des opérations dentaires ou des opérations à l'œil, aux yeux, etc., aux lunettes. Dora Muto, est-ce que il y a ça aussi c'est-à-dire il y a en fait dans ce que vous décrivez, il y a une idéologie et il y a aussi quand même l'argent, enfin un business qui est en jeu. Oui, exactement. Enfin, en fait, dans le livre, on parle de ce business. On explique que le business de la transition hormonale vaut à peu près 1,6 milliard de dollars. Et ça, ce sont des cabinets d'études qui le disent. Donc, il y a un certain nombre de labos pharmaceutiques ou des gens du secteur, des entreprises du secteur médical qui sont effectivement intéressés par le fait que des gens transitionnent. Et plus les gens transitionnent tôt, plus ils vont en fait être addicts aux hormones pour le reste de leur vie. Donc effectivement, c'est un business assez juteux. Et puis il y a des entreprises qui investissent dans des jeunes startups. Il y a cette startup qui s'appelle Plume où un fonds d'investissement a injecté 24 millions. Donc oui, c'est un business comme un autre après tout. Alors effectivement, ça pose problème, c'est-à-dire que au fond, qu'il y ait de la polémique, qu'il y ait de la discussion, c'est tout à fait normal, et chacun peut avoir son avis là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un vous a envoyé effectivement un soutien qui n'est pas un soutien mince, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, je le rappelle, c'est l'auteur de Harry Potter. Harry Potter, effectivement, un des best-sellers les plus importants de l'histoire du livre, hein. Je ne parle pas de littérature, mais enfin Harry Potter, tout le monde sait ce que c'est. Et on se rappelle que J.K. Rowling n'a pas été invitée aux 20 ans d'Harry Potter de sa propre création, parce qu'elle dit un homme est un homme et une femme est une femme, et elle vous a dit ceci: en tant que personne dont la mort a été réclamée sur des pancartes exactement pour la même raison, j'envoie à Dora Muto et Marguerite Serre mon affection et mon soutien. Voilà. Et d'ailleurs, elle parle de Strasbourg. Strasbourg est la ville de mes ancêtres maternels. Il y a une longue histoire d'invasion par des despotes. Mais au fond, est-ce que vous avez été... Alors, je voudrais revenir, soyons factuels. Vous avez été menacé directement, personnellement? Oui, il y a eu cette vidéo-là... Marguerite Serre. Il y a eu cette vidéo dont on voit des centaines de personnes défiler en appelant à jeter Dora Muto au fond du Rhin. Moi, il y a des gens qui ont défilé avec une pancarte qui représente ma décapitation. Des gens qui ont hurlé aussi les fachos au feu, Stern au milieu. Il y a eu aussi des tags, une TERF, une balle. Donc je rappelle ce que c'est qu'une TERF. Les TERF, ce sont des Trans Exclusionary Radical Feminists, donc littéralement les féministes radicales qui excluent les personnes trans. Voilà, ça fait partie de tout le vocabulaire folklorique de ces gens-là. Donc on appelle clairement à nous mettre une balle dans la tête, puisqu'on sait qui sont les TERF en France. Et ces insultes pour nous et ces menaces, menaces de mort, elles sont pas nouvelles. Nous, ça fait 4 ans qu'on subit ça. Sur le site internet de notre action Feméliste, donc c'est feméliste.com. Feméliste, oui. On a mis toutes les preuves en fait du harcèlement et des menaces qu'on subit. Et si vous rendez sur ce site, vous verrez que des menaces de mort, il y en a eu bien d'autres. Menaces de mort, pourquoi ? Parce qu'on a le malheur de rappeler en tant que féministe que être une femme est une réalité biologique, qu'on ne peut pas changer de sexe quand on est un être humain, que le sexe est immuable et que les femmes trans sont des hommes. Et voilà.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà donc de vous et de votre livre, mais je voudrais avoir vos sentiments là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que les trans ou les LGBTQI ne dénoncent pas une situation de fait où quelque part elles sont aussi soit persécutées, soit elles-mêmes poursuivies, etc. Et je parle encore une fois au-delà de votre livre. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de sentiment de persécution? Est-ce qu'à votre avis, il doit avoir lieu? Est-ce qu'il est là ou pas? Bien sûr. Enfin, on n'a jamais nié que les personnes transgenres peuvent subir, un certain nombre de discriminations. Mais faut revenir sur terre et il faut savoir qui, en fait, agresse les personnes trans et les quelques fois où elles ont été tuées en France, ce sont par des hommes. C'est absolument pas par des féministes. Donc, et ça, évidemment, ils le disent pas. Ils n'expliquent pas en détail qui sont les gens qui tuent les personnes trans, souvent en réalité dans des contextes de prostitution. Donc il y a un peu une omerta sur la véritable violence que ces gens la vivent. Ouais. Et effectivement, on peut se poser des questions justement sur des idéologies ou des intégrismes très divers qui peuvent se rencontrer là-dessus et qui sont pour le moins paradoxaux, effectivement. Vous avez demandé une protection policière ou pas? Oui, aujourd'hui, oui, pour la conférence à Assas, on va avoir une protection policière. Ah oui, d'accord. Et en fait, vous allez quand même continuer, vous allez vous battre parce que le livre marche, je crois, très bien. Il est en tête des ventes sur Amazon. Et d'un autre côté, effectivement, encore une fois, la polémique fait au contraire. Ce que les gens qui vous en veulent ne voient pas, c'est que plus ils font de la polémique et plus de l'accusation, plus les gens vont s'intéresser, en tout cas, à la lecture du livre. Soit pour le rejeter, soit pour au contraire y adhérer, parce que vous dites un certain nombre de choses. Mais Marguerite Stern de Ramoutot, vous allez continuer, vous n'allez pas vous arrêter là? Évidemment qu'on va continuer. Enfin, la question se pose même pas pour nous. Et on estime que justement, à partir du moment où on reçoit des menaces de mort, à partir du moment où on est censuré parce qu'on énonce juste des réalités biologiques, en fait, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de liberté d'expression. Il y a un problème aussi dans le camp d'en face, qui est le camp transgenriste, où on remarque en fait, il y a toute une masse de personnes en fait qui est aujourd'hui dans l'incapacité d'accepter qu'on puisse avoir des opinions qui ne sont pas les leurs. Et en fait, nous, on se bat pour ça aussi aujourd'hui, en fait, pour la liberté d'expression, pour la pluralité des idées. On pense que c'est vital pour une démocratie et en ce sens-là, on estime avoir un rôle à jouer. Alors, dernière question que je vous pose, c'est que pensez-vous du rapport sur la transification des mineurs rédigé par le groupe des Républicains au Sénat, qui est une proposition qui va être examinée, proposition de loi qui va être examinée le 28 mai en séance publique, le groupe Les Républicains. Et il y a autre chose aussi, il y a effectivement une proposition de loi de la députée RN Joëlle Mélan visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces deux projets de loi. Le projet de loi en tous les cas, moi on a lu le rapport des Républicains qui a été mené par Jacqueline Eustache-Brinio. Elle a fait un travail sur plus d'1 an, donc c'est vraiment un rapport très conséquent, extrêmement documenté. Elle a reçu beaucoup de personnes en audition, y compris des personnes qui sont pour donner des bloqueurs de puberté aux enfants. Enfin, vraiment, elle a fait ce travail-là d'écouter tout le monde. Ouais. Et puis, elle est arrivée finalement à des conclusions similaires aux nôtres. C'est-à-dire que, les transitions médicales pour les enfants, en fait, ça pose un certain nombre de problèmes médicaux en fait pour les enfants, de problèmes de santé. On le voit aujourd'hui dans des pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni où on a arrêté de faire ça. Et on voudrait que la France s'aligne sur ces pays-là qui ont essayé, qui ont vu que ça donnait des catastrophes et qui ont décidé d'arrêter. Donc évidemment, on soutient ce projet de loi. Et de Ramoutot, pour le projet de loi visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales en matière de transition de genre, vous en parlez aussi dans votre livre? Oui, évidemment. Après, le rapport du RN, pour être honnête, on l'a pas encore examiné, donc je pourrais pas en dire plus là-dessus. D'accord. Écoutez, en tout cas, tenez-nous au courant. J'espère que ça va bien se passer à Panthéon-Assas pour vous. Et je pense quand même que oui. Et puis encore une fois, je rappelle quelque chose de très simple. Que vous soyez pour, que vous soyez contre. Il est impensable de vouloir arrêter un débat
de vouloir casser, de dire non, on ne discute pas avec. Oui, quand ce sont des appels à la haine, oui, quand ce sont des appels au racisme, et simplement, là, quand il s'agit d'un débat sur un sujet extrêmement important, effectivement, eh bien, débattez, confrontez les idées, ne confrontez pas les armes. Il faut toujours préférer les armes de la parole à la parole des armes, parce qu'on sait ce que celles-ci deviennent. Merci à vous. Merci beaucoup Dora Muto et Marguerite Stern, et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite pour les perles huées bravo de André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, moi, j'aime les perles, surtout quand elles sont prononcées de manière sincère, brute de décoffrage et tellement révélatrice de tout. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du... Eh oui, Alain Barrière, et oui, je suis sûr que si vous aviez entendu avant-hier Valérie Hayé, vous seriez... tombé amoureux d'elle, c'est évident. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais voilà, c'est tellement ça. Elle a tout compris, elle nous dévoile le réel. Et c'est pour ça que c'est très important, les gens qui dévoilent le réel. Écoutez, elle était face à Jordan Bardella, je crois, et voici ce qu'elle disait. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On n'avait pas, vous savez, on avait discuté de ça, mais on n'avait pas la sûreté, on n'était pas sûr que les punaises de lit étaient l'ingérence du Kremlin. Mais voilà, Valérie Hayé, je rappelle, tête de liste Renaissance aux élections européennes, nous l'affirme. Et comment douter de la parole de Valérie Hayé? Bien sûr. D'ailleurs, Valérie Hayé, pourquoi les rats, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Les barrages dans Paris, c'est l'ingérence du Kremlin, bien sûr. Le prochain virus, d'ailleurs dans virus, il y a russe, ne l'oublions pas. Donc là aussi, c'est l'ingérence du Kremlin. C'est sûr, non mais c'est très important de dire les choses surtout quand on sait, quand on a la preuve que ces choses-là sont effectivement causées par tel ou tel ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, les punaises de lit sont envoyées par le KGB. D'ailleurs, elles portent un signe. Moi, j'ai eu ça il y a 5 ans. Les punaises de lit, il y a 5 ans. Oui, c'était avant l'invasion, effectivement, de l'Ukraine. Mais j'ai vu qu'elles portaient un signe. Et maintenant, grâce à Valérie Hayé, je sais que ce signe est poutinien. Moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibré sur des réflexes et sur des impensés, et vraiment ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens, donc, et des jeunes, et vraiment aux homophobes, aux LGBTQIA+ phobes. Vraiment, passez votre chemin. Alors, je veux juste vous rendre l'appareil. Merci beaucoup, je suis ultra honoré d'être sur ce plateau avec vous quand je vais d'apprendre que vous serez sur le plateau. Sandrine Rousseau, c'est un peu là, c'est Sandrine Rousseau, ce n'est plus Valérie Hayé, hein. C'est Sandrine Rousseau qui remercie effectivement la personne, le drag queen qui va porter la flamme olympique bientôt à Paris. Et voilà, elle remercie. Et c'est bien, encore une fois, là aussi, le réel. Encore, comment elle la remercie? C'est-à-dire que, vous vous rappelez, c'était Aragon chanté par Jean Ferrat qui disait la femme est l'avenir de l'homme. Non, Jean Ferrat, c'est fini ça. Ça, c'est vieux, c'est démodé, c'est ringard, on sait. Non, c'est la drague qui est l'avenir de l'homme. C'est la transe qui est l'avenir de l'homme, ou le trans qui est l'avenir de l'homme,
ou d'ailleurs de la femme. Donc c'est fini. Les hommes et les femmes, il faut bien comprendre, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est le mélange des genres. Et c'est ça qui est beau. Et qui nous la proclame. Et c'est magnifique parce que elle remercie Sandrine Rousseau. Elle le dit. Voyez, vous bousculez la société. Vous nous annoncez l'avenir. Et c'est bien. Plus de papa, plus de maman, plus de tout cela. Plus de cette espèce de biologie qui nous encombre, qui ne sert à rien. Vivre. Rappelez-vous, Sandrine Rousseau nous avait dit, demain, ce sera les hommes déconstruits. Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis très heureuse. Et oui, mais n'arrêtons pas à la déconstruction. Allons à la démolition. Voilà, Sandrine Rousseau, il y a 2 siècles et plus de 2 siècles, Jean-Jacques Rousseau écrivait de l'éducation. Eh bien, Sandrine Rousseau, ça, c'est qui est peut-être une lointaine arrière petite fille, écrit quoi? La démolition, la transformation. Oui, c'est ça qui est beau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Du cœur, les restos du cœur, hein. Les restos du cœur, oui, on parle de cela juste parce que il y avait une réunion, il fallait une prise de parole du Rassemblement national, et il y avait une femme qui s'appelle Colombe et qui a répondu aux questions du journaliste Paul Larouturou de TF1, du journaliste de TF1, qui l'interrogeait à l'entrée du meeting de Jordan Bardella. C'était à Perpignan, hein. Et voici, alors il l'interrogeait, et voici ce qu'a dit Colombe. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame? Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Et ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Vous pouvez enlever vos lunettes? Oui. Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère. On a tous du mal. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'usine. Il y a des combats à mener. Hein, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Voilà. Un résumé, un miroir d'une certaine France. Il est là. Pas une question au-delà du RN, etc. Pourquoi elle est là? Attendez, elle est bénévole au Resto du Cœur. Elle vit du RSA. Elle en peut plus, comme des millions de Français qui sont dans ce cas. En tout cas, ils sont très nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il paraît, on a essayé de les avoir, mais on les a pas eu, les directions des Restos du Cœur. Elle a été écartée du Resto du Cœur, alors que RSA, elle est bénévole pour distribuer de l'alimentaire par les Restos du Cœur. On va pas faire parler Coluche, hein, mais on se demande ce que dirait Coluche aujourd'hui, hein, quand il voit ça. Colombe au RSA, Colombe qui n'a plus de quoi vivre ou presque, et qui pleure parce qu'elle ne trouve plus à rien. C'est normal, ça? C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un cri, c'est plus qu'un cri, ça. C'est un cri qui devrait interpeller tout le monde, à gauche, à droite, en haut et en bas. Et arrêter cet enseignement du mépris. Hein, sous les bons sentiments, hein, du politiquement correct et de l'éthiquement correct. Et occupez-vous de Colombe au lieu de vous occuper de choses dont vous n'avez que faire et sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je crois que nous avons une auditrice à propos des Restos du Cœur et de Colombe. Oui, une auditrice qui a voulu réagir et qui a appelé le 0826 300 300 et on accueille Clara de Paris. Bonjour Clara. Oui, bonjour Clara.
Bonjour André, mais merci pour votre émission. C'est un souffle de liberté, merci beaucoup. Donc je voulais juste vous dire à propos des Restos du Cœur, je ne sais pas si vous savez qu'ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus. Ils ont, à l'époque où ils ne pouvaient plus travailler, les soignants qui avaient refusé la vaccination obligatoire, ou plutôt les injections obligatoires, ils ont été contactés par l'association Blouse Blanche. Sonia, la responsable, la directrice, les a contactés. Ils ont refusé l'aide aux soignants suspendus qui n'avaient plus, même certains n'avaient même pas droit au RSA. Tout à fait. Les Restos du Cœur ont refusé, ça vous sera confirmé par Sonia Blouse Blanche, l'association Blouse Blanche. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, ça, Clara. Vous avez tout à fait raison. Oui, bien sûr que je le rappelle, parce que ça m'étonne pas. C'est devenu, je ne sais pas ce que c'est devenu cette association, mais Coluche doit se retourner dans sa tombe et j'ai infiniment de respect pour Coluche. Et ils ont refusé l'aide en disant, ils n'ont qu'à se faire vacciner. Vous voyez où on en est dans ce pays ? Et heureusement qu'il y avait une autre association qui s'appelle l'association Porteurs d'Espérance, qui, elle, a aidé les soignants sans condition et qui continue de les aider, parce que pour certains, c'est pas réglé, ils sont en procès avec leur employeur, parce que les employeurs, les hôpitaux, tout ça, certains, même beaucoup, même savaient que c'était un vaccin dangereux, qui risquait des myocardites et tout ça. Et ils ont quand même... Enfin, le gouvernement, tout ça, on sait, forcer les soignants à se faire vacciner. C'est une question dont on discute souvent, mais ce qui est tout à fait hallucinant dans ce que vous dites, c'est que les Restos du Cœur ont refusé, alors que cette personne, quel que soit leur choix, et ils ont le droit évidemment à leur choix, consentement libre et éclairé, ces personnes n'avaient effectivement pas le RSA, pas d'indemnité, pas de ils ont été virés sans un centime. Il faut le rappeler, ça. Oui. C'est clair. Et ils ont même pas eu la proposition de loi, soi-disant, disait que les gens devaient être reclassés. Ils n'ont eu aucune proposition de reclassement. C'était des mensonges, c'est une vaste tromperie et grave parce que des gens sont morts, des gens se sont suicidés, des gens sont morts à cause de ces vaccins. Je pense à une amie. Je voudrais pas entrer dans la polémique sur les vaccins, Clara. Excusez-moi. Mais vous avez raison de réagir comme ça sur cette histoire du traitement des Restos du Cœur et on se demande si le cœur joue encore un rôle. J'espère que oui. Je sais que oui parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, mais il faut faire très attention. Et ce cas, la manière dont Colombe a réagi, effectivement, cette femme qui est au RSA, qui est bénévole au Resto du Cœur, il a été viré parce qu'il a été dans un meeting politique. Il y a quand même un petit problème. Merci Clara. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov aujourd'hui avec Jean Lucas, ancien agent à la DST, pour son livre Un rebelle à la DST, 15 ans d'affaires sensibles aux éditions Plomb. Bonjour Jean Lucas. Alors Jean-Lucas, bonjour. C'est vrai qu'il y a énormément de livres qui sont parus sur effectivement des personnalités qui ont été dans les services spéciaux, que ce soit le contre-espionnage, que ce soit les affaires étrangères, la DGSE aussi ou la DGSI. Mais vous, c'est vrai que ce livre tranche, je suis content de vous recevoir parce que ce livre qui est vraiment à lire, vous racontez des histoires, des faits qui sont arrivés. Vous avez été, je le rappelle, à la DST de 1972 à 1986, 14 ans. Vous avez été ensuite en Guadeloupe, vous vous rappelez, pendant 2 ans, et ensuite dans le privé depuis 1994. Et maintenant, vous êtes retiré des affaires, on peut le dire. Absolument. Alors, quand vous dites « ça m'intéresse d'agent », on va parler de votre livre. Vous dites « rebelle ». En quoi, par rapport à l'architecture et par rapport au système DST, vous vous considérez comme un rebelle? Alors, le titre rebelle, c'est mon éditrice qui l'a trouvé, Madame Berlin, chez Plomb, qui a lu le livre et a trouvé toute seule le titre. Je pense qu'elle faisait référence à l'attitude que j'ai eue lors de l'affaire Hérulin. Hérulin était un de mes amis. On montait contre lui une cabale qui pouvait lui risquer gros. Et je l'ai protégé. Alors, racontez un peu Dominique Hérulin, parce que les gens, justement... Dominique Hérulin était il était engagé dans les parachutistes pendant la guerre d'Algérie. À la suite des événements que tout le monde connaît, il est rentré dans l'OAS. Il a été ensuite arrêté, il a fait de la prison, il en est sorti, il a fait quelques opérations de mercenariat, et il était devenu un personnage, disons, un des principaux personnages de la sécurité privée dans les années 70. D'accord. À ce titre-là, il faisait... société privée. Enfin, société tout à fait. Privée. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, il faisait des campagnes électorales. À l'époque, les campagnes électorales étaient assez violentes. Il y avait les collages d'affiches et les
colleurs les équipes d'un parti politique se cognaient parfois. Il l'a fait pour qui, lui? Il le faisait pour les Républicains, les Républicains, pour Valéry Giscard d'Estaing. Ah oui, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, essentiellement. Oui, tout à fait. Bon, il a fait partie aussi du comité Tixier-Vignancourt à l'époque, en 65, mais dans les années 70, il travaillait avec Hubert Bassot, qui est décédé maintenant, mais il avait un rôle moteur dans les protections des partis politiques à cette époque-là, ce qui lui a valu d'attirer l'attention du nouveau personnel politique qui est arrivé, du Parti Socialiste. Au moment de l'élection de Mitterrand, de François Mitterrand. Et à partir de mai 81, le premier directeur des renseignements généraux avait carrément déclaré qu'il allait lui faire avoir des ennuis. C'est à ce moment-là que j'ai été prévenu et que j'ai dit à mon ami Dominique, fais attention parce que les choses vont tourner un peu au vinaigre pour toi. Voilà, et on a eu le déroulement de tout ça. Et vous le racontez dans votre livre, dans divers chapitres d'ailleurs. Tout à fait, oui, tout à fait, absolument. C'est bien, c'est-à-dire que vous dites, non mais je crois que c'est quelque chose à souligner, vous mettez l'amitié avant les orientations politiques et autres. Il y avait l'amitié d'une part, et une seconde chose que les gens n'ont peut-être pas perçue, quand le GIGN a été chargé de protéger le président de la République, dans la police, on a trouvé ça pas normal, parce que les gens des VO, même s'il y avait de très bons éléments chez les VO, ils avaient plutôt les voyages officiels. Ils avaient plutôt une réputation d'excellents tour opérateurs, mais pour la protection physique, c'était peut-être un peu léger. Donc que le GIGN arrive là-dedans et que le proto mette ses gars en place, tout le monde a trouvé ça n'a pas trouvé ça anormal. Quand ensuite ils ont été nommés pour la coordination du renseignement pour le terrorisme, là ça a fait sourire beaucoup de gens dans les milieux du renseignement. Et parce qu'ils n'étaient pas, c'était pas des spécialistes ni pas des formés, ni voilà. Ouais. Les gens du GIGN sont des athlètes de très haut niveau. Ils sont doués pour faire ce qu'ils font, mais pour faire du renseignement, ça demande d'autres qualités, d'autres formations. Et moi, quand je voyais arriver les dangers sur Dominique, et je me suis dit, tu vas voir mon bonhomme, si c'est si facile que ça de faire du renseignement, je vais te montrer à la sauce DST ce que c'est. Et donc j'ai suivi l'affaire et 3 fois ils ont voulu l'arrêter, 3 fois j'ai réussi à les bloquer et puis ça s'est terminé comme ça. Oui, c'est non mais vous le racontez très bien dans votre livre. Et justement, alors on va parler de la sauce DST. Alors c'est quoi? C'est-à-dire ce renseignement, cet apprentissage de renseignement, vous l'avez fait avec Raymond Nart notamment, avec beaucoup d'autres. Au fond, parce que c'est vrai, c'est la guerre de l'ombre. Enfin, alors il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, parce que John le Carré, avec tout son temps-là, est venu, et puis beaucoup d'autres. Mais au fond, et parce que certains disent, oui, mais c'est une activité en fait, où tout le monde, c'est l'auberge espagnole du fantasme, tout le monde va James Bond et compagnie, ou SAS ou autre. Non, c'est une activité, est-ce que c'est d'abord une activité, je dirais pas de bureaucrate, mais enfin une activité de bureau? Certains disent, oui, c'est plutôt ça, faut pas se raconter des histoires. Mais il y a quand même des actions, et vous le racontez, il y a quand même des traques, il y a quand même des enquêtes, il y a quand même des négociations, des interrogatoires. Alors, la sauce DST, c'est d'abord la rigueur. La rigueur, le cloisonnement, ce qu'on appelle le besoin d'en connaître. On nous donne pour faire nos enquêtes ce qu'on a besoin de savoir et rien d'autre. Et il y a un cloisonnement très, très sérieux. Maintenant, est-ce que c'est bureaucrate ou pas? C'est bureaucrate d'une façon parce qu'on écrit beaucoup à la DST. Mais surtout, on écrit quoi? On écrit ce que les gens nous ont dit. Parce c'est aussi un métier de contact, essentiellement un métier de contact. Le renseignement, faut l'avoir en allant voir les gens. À l'époque, nous, il n'y avait pas d'ordinateur, on avait des écoutes téléphoniques, oui. Mais en gros, c'était seulement ça. Et les écoutes téléphoniques, les professionnels, évidemment, soit s'en méfient, soit vous intoxiquent. Donc, il faut faire très attention aux productions. Il faut les lire toujours au premier ou au second degré. Mais ça aide quand même à voir les relations qu'il y a entre les uns et les autres. Ensuite, il faut les prendre les contacts, voir les gens, et leur tirer le maximum d'informations. Et ensuite, il faut les écrire. Et nous, quand on rendait nos rapports, c'était presque un examen. Moi, j'avais affaire à de vieux commissaires, des gars qui avaient monté la résistance et tout ça, et c'était, vous écrivez ça pourquoi, vous l'avez su d'où, qui vous l'a dit, tout était sourcé. Tous nos renseignements à la ST étaient sourcés. C'est exactement ce que les bons journalistes et les bons rédacteurs en chef font. Et effectivement, d'où vous l'avez su et comment vous sourcez. En tout cas, ceux qui font bien leur métier font ça. On va continuer à parler de la sauce DST, parce que c'est très intéressant. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français
parle au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un rebelle à l'DST avec nous, Jean-Lucas, 15 ans d'affaires sensibles, un livre qui vient de paraître aux éditions Plomb. Et effectivement, vous racontez, alors on va continuer à parler, on avait commencé à parler de la sauce DST. Et parlons-en, effectivement, on prendra des exemples, bien sûr. Au fond, c'est un apprentissage. Quelle est la part d'intuition? Quelle est la part de psychologie? Et quelle est la part, effectivement, d'aléas et de hasard? Vous en parlez, mais on donnera des exemples également, Jean-Lucas. La part d'aléas et de hasard, elle est dans la production des sources humaines qu'on peut recruter. Quand vous recrutez une source, il ne va pas vous donner toutes les semaines des renseignements formidables. On les voit régulièrement pour maintenir le contact, pour suivre la personne. Il va nous donner parfois des renseignements qu'on connaît déjà ou des trucs tout à fait banaux. Et puis de temps en temps, pouf, il va nous lâcher une information, et là, c'est tout le service qui se met en marche, parce que l'information, elle démarre, elle lance une enquête, et là, on est plusieurs à monter dessus, et le service est mobilisé. Donc, c'est un métier qui est à la fois fait de routine et de choses extraordinaires. La routine, parce que il se passe des fois des semaines où on fait nos enquêtes, et puis il n'y a rien qui sort vraiment d'extraordinaire, et puis d'un seul coup, boum, on a un truc, et on vit comme ça, en se disant aujourd'hui que c'est ce qui va sortir. Moi, j'ai passé ma vie à attendre, des fois, j'attendais pas longtemps, hein, mais à attendre que l'information, elle tombe. C'est ça. Sur une écoute, sur les sources. Sur une rencontre. Donné, oui. Sur les liaisons étrangères. Parce que les liaisons étrangères, surtout la CIA, par exemple, il y avait ces problèmes des défecteurs qui quittaient l'Union soviétique et qui allaient se réfugier aux USA, plus aux USA parce qu'ils avaient des moyens énormes pour reprendre ses grandes mains. Et à ce moment-là, nous, on bénéficiait de toutes les informations qu'il lâchait concernant la France. Alors, Jean-Lucas, j'aime beaucoup, vous dites, j'écoutais ainsi religieusement, vous parlez de l'époque, effectivement, des collègues qui étaient plus âgés que vous. Ils écoutaient religieusement l'un de énoncer pour ma gouverne ce qu'il appelait la règle des 3B, morte avec le XXe siècle. Quelle nostalgie. D'un voyou, tu peux accepter tout ce qui se boit, se bouffe et se baise. En revanche, n'accepte jamais une voiture ni une villa. Exactement. C'est formidable. Ça, c'est quand je suis rentré les premiers mois de service, quand je suis rentré dans un commissariat parisien. Ouais. Je suis tombé avec des vieux inspecteurs de la préfecture de police, des gars qui avaient vu beaucoup de choses et qui m'avaient dit, dans la police, on peut fréquenter des voyous, c'est normal, on va dans les mêmes bars qu'eux, hein, bon, donc tu leur parleras. Voilà, tu peux accepter, si te fera un verre, tu l'acceptes. Si te fera bouffer, si te colle une fille, tu sais que c'est une pute, mais tu peux la sauter si tu veux. Mais surtout, rien d'autre, qui te prête pas une voiture, qui te propose pas de vacances, surtout pas d'argent. Enfin, il y avait des règles bien installées. Mais ces règles existent encore quand même, non? Sans qu'elles soient, c'est pas des règles orales, bien sûr. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais sur 77 ans maintenant. J'ai depuis longtemps quitté tout ça. Mais je pense que là-dedans, sauf l'aspect anecdotique, il y a quand même des règles de prudence qu'il faut toujours conserver, quoi. Alors, Jean-Lucas, justement, on va revenir à la sauce DST, mais en prenant par rapport à une affaire. Par exemple, les micros du Canard. Oui. D'abord, on va démonter la mécanique, parce que ce qui est passionnant, c'est la mécanique. Qui demande à ce que vous enquêtiez sur le Canard? Comment ça se passe? C'est-à-dire, la hiérarchie, comment ça se passe? Qui décide? Attendez, le Canard, il nous embête, il sort des trucs, qu'est-ce que c'est? On veut savoir d'où il sort tel truc. Qui décide? C'est le politique, au plus haut niveau, c'est comment? C'est le ministre. C'est le ministre. Moi, je l'ai su plus tard. Au départ, on ne savait pas. Oui. Moi, j'étais dans la division qui s'occupait des affaires soviétiques. Et c'est pas la division des affaires soviétiques qui s'en est occupée. C'est la division qui travaillait sur l'extrême gauche. Et Marcelin, le ministre Marcelin était violemment irrité de l'intérieur, irrité des fuites. À l'époque, le Canard, c'était un concentré de Mediapart, de tout ce qui a actuellement. Le Canard était 100 fois au-dessus de ce qu'il est même aujourd'hui, je le dis. Voilà, donc c'était le chiffon rouge devant le ministre. Ouais. Donc il a voulu savoir. Donc la solution, c'était il y avait d'autres solutions qui auraient consisté à environner le personnel, à travailler dessus, tout ça. Ça aurait pris beaucoup plus de temps, avec peut-être pas de chance de succès ou pas, mais on ne sait jamais.
Là, ils ont décidé de poser des micros. Mais dites-moi juste un mot, mais c'est intéressant. On est dans l'illégalité la plus totale, là. Soyons sérieux. Oui, mais ça, c'était pas un problème pour nous. Non, bien sûr. Mais ils n'ont pas réfléchi à l'efficacité, que ça pouvait se savoir, etc. à l'époque. Je ne faisais pas partie de l'équipe qui a été chargée de ça. Chargée de ça, oui, d'accord. Et comme je dis dans le livre, il y avait une cellule qui avait été montée, qui faisait tout et n'importe quoi. Il y a là-dedans, dans l'opération technique, un manque de professionnalisme, à mon avis, à mon humble avis, mais c'était pas moi qui organisais la chose. D'accord. Et après, ça a fait, alors justement, mais vous avez fait quand même, vous en racontez aussi ça dans votre livre, ça a fait un bruit énorme. Énorme. Ça a coûté son poste à Guy Xwal, qui était un des grands directeurs, un des grands sous-directeurs de la maison, et ça a été une perte. Et oui, mais quand même, le scandale a été énorme. Mais ensuite, vous êtes, je ne dis pas vous Jean-Lucas, mais il y a une petite vengeance quand même. Vis-à-vis du Canard. Oui. Racontez. Eh bien, un jour, je rencontre un de mes informateurs qui me donne les livraisons qu'il avait à me donner, et puis avec un petit sourire ironique, il me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un que vous devez bien connaître dans votre service. » Il me parle d'un vieux journaliste du Canard enchaîné. Il me dit « J'étais à l'entrée du Canard, et il vient me rejoindre derrière moi en me disant « J'étais pas au bureau, j'étais en face, c'est là que je passe mes coups de fil pour éviter les écoutes. » C'est ça. C'était une boutique juste en face du Canard. Elle existe toujours d'ailleurs. Oui, elle existe toujours. Et donc, il me donne ça. Et il était évident que travailler officiellement sur le Canard, je pense que j'aurais été bloqué. Alors, j'ai pris un de mes vieux informateurs sur les services soviétiques qui m'a dit, entre autres, qu'il avait rencontré, qu'il devait passer un coup de fil à un diplomate soviétique qui lui demandait, je ne sais plus quoi, pour des loges d'appartement. Et donc il m'a dit, appelez-moi à ce numéro-là, parce que je sais des amis, je passe la soirée chez eux. Et moi j'ai mis le numéro de l'endroit en question. Donc j'ai identifié le numéro, et ensuite on a branché ça avec l'accord d'une partie de ma hiérarchie, quand même. Et puis, pendant 6 mois, j'ai eu toutes les commandes de café du torréfacteur en question. Ah oui, vous êtes resté à l'écoute du journal du Canard. Voilà. Et de temps en temps, j'avais une autre conversation où j'identifiais un des correspondants du monsieur en question. Et puis, mai 81 est arrivé, j'ai anticipé le fait que j'aurais pas les félicitations du jury en continuant cette affaire, donc on a arrêté, on a tout détruit. Ah ouais. Voilà. Donc ça s'est arrêté là. Mais ça date de 40 ans maintenant. Oui, non, bien sûr. Mais dites-moi, est-ce que ça a été justement, avant de parler du reste, est-ce que le changement de régime, parce qu'il faut bien dire, l'arrivée de Mitterrand, c'était plus la même majorité, c'est le moins qu'on puisse dire, etc. Donc à 81, vous avez quitté en 86, et quand arrivait Balladur à ce moment-là, effectivement, en 86, 88. Est-ce que ça a été un vrai changement presque structurel, les hommes, etc., ou pas tellement? À la DST, non. Non, il n'y a pas eu de... Non. Vous savez, la police nationale, elle est un peu comme toute la population française. Elle est répartie, une partie à gauche, une partie à droite et une partie qui vote pas. Et en gros, la répartition, elle est à peu près la même que les résultats des élections. Donc on avait chez nous autant de gars de gauche que de gars de droite, et autant de gars qui étaient sur une prudente réserve et qui s'en fichaient totalement. Oui, tout à fait. Non, la police, moi, dans ce que je connais, la DST, elle était absolument à l'image de la société française. C'est ça. Il n'y avait pas de... Mais on travaillait pour le pays, on travaillait des fois même plus pour le service que pour le pays. Je comprends, on est attaché à ça. Voilà, le nationalisme, il était plus du service que du... Ce qui se passait dans le pays, à la limite, bon, c'est ça et basta. Mais nous, on avait les intérêts de notre DST, on les avait à cœur. Vous étiez des patriotes du service. Oui, j'espère que les gens de la DGSI sont pareils avec leur service. Bah écoutez, espérons-le aussi, oui, c'est bien. Enfin, il faut qu'ils pensent un peu à la France, je pense qu'ils pensent un peu. Bien sûr qu'ils pensent à la France, de toute façon le travail il est fait pour le pays. Bien sûr, bien sûr. On va continuer avec Jean-Lucas, encore une fois un rebelle à la DST, beaucoup de choses qu'il a à raconter, à dire. Après cette petite pause. Et vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez pour participer à l'émission au 0826 300 300. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre à lire comme un roman policier, mais c'est d'ailleurs un roman policier, sauf que ce n'est pas un roman. Un rebelle à la DST de Jean Lucas. 15 ans d'affaires sensibles aux éditions Plomb. Justement, Jean Lucas, par rapport à toutes ces... au déclenchement des affaires, etc., il y a... Nous... Du côté, je dirais, spectateur ou commentateur, effectivement, les micros du Canard, je me rappelle, j'étais jeune journaliste, ça avait fait un schtroumpf énorme. Et puis les Irlandais de Vincennes aussi. Enfin, alors, parlez-nous des Irlandais de Vincennes et par rapport à quelqu'un dont vous parlez, comme Dominique Hérulin, qui a occupé une place non négligeable dans ce livre, sinon dans votre vie. Bernard Jegat aussi, qui était un de vos informateurs. Et parlons-en. Alors, Bernard Jegat, c'était quoi? Enfin, c'était qui? C'était quoi? Et à quoi il a participé? Bernard Jegat, il était impliqué, il avait des amis dans l'INLA. L'INLA, c'était une organisation concurrente de l'IRA. Et il avait 3-4 camarades. Irlandais, donc, qui étaient venus en France pour s'abriter des attaques, des représailles des services britanniques. Ils étaient en France en attente, parce que la France, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouvements terroristes occidentaux, et en France, il y avait des moyens de trouver des plans, des armes, des faux papiers, de l'argent, enfin, tout ça, c'était un endroit où ils pouvaient être en immersion en attendant de décider d'une action quelconque. Il était rentré au contact de ces gens-là, et quand il y a eu l'attentat... au restaurant de Joe Goldenberg, il a, sur les portraits robots qui ont été mis, il a cru reconnaître, à son grand malheur, il a cru reconnaître ses camarades. Alors, il a voulu rendre compte, il a été à l'Élysée, il a vu Régis Debray, qui, je le comprends très bien, s'est un peu méfié de lui, il l'a écarté, et il a été au Nouvel Observateur, voir le directeur du Nouvel Observateur. Jean Daniel, voilà, ça, oui. Qui, lui, il avait une journaliste qui venait de boucler un reportage sur le GIGN, donc il avait les contacts, elle a appelé le GIGN, et le capitaine Baril est arrivé pour prendre toute l'affaire en main. Et donc, ensuite, il a donné... Alors, il faisait pas que les aider comme ça, il gardait chez lui armes, explosifs et tout le petit matériel qu'il mettait de côté. Donc, Baril a pris ça, et en fait, Baril a mis dans l'appartement de Vincennes, il a mis lui-même les affaires. Il y a des gens qui croient ça très malin, en fait, c'est l'erreur à pas connaître. Quand on fait une perquisition, on prend ce qu'on trouve, pas ce qu'on amène, évidemment. Oui, non, mais c'est pire que ça. Il n'a pas fait ça comme par hasard. Il amène ça. Il a fait du zèle. Oui, tout à fait. Il a fait du zèle. Alors, après ça, gros mouvement dans la presse et partout. Et puis, Jegat s'en étonne, il tente à alerter, et puis, les gens s'en foutent, quoi. Ou disent, là, on met de la poussière sous le tapis, on n'en parle pas. Donc, il arrive à la DST. À la DST, il est venu de lui-même à la DST? Oui. De lui-même? De lui-même. D'accord. Il vient de lui-même à la DST, et il est entendu. On fait ce fameux, les gens de la section irlandaise, mais il y en avait, la terroriste c'était un peu par thème, il y avait les Irlandais. Les gens de la section irlandaise le prennent dans la pièce et lui font cracher un PV de 20 ou 25 pages, où il explique tout le détail de son affaire. Et puis ensuite, quoi en faire? Alors on me l'a donné à moi et à mon commissaire avec qui je travaillais, Jean Silleul, et on nous a dit, voilà, voyez ce que vous pouvez en faire et essayez de le calmer. Parce qu'en fait, il allait partout, des milieux journalistes, politiques, administratifs, tout. Il allait contacter n'importe qui pour dire on m'a manipulé, je demande une réparation, patati et patata. Voilà. Donc du coup, on l'a récupéré. Sur le contrôle, ça n'a pas été très efficace parce qu'il continuait à voir les gens. À la limite, moi, c'était pas trop mon problème, mais je lui avais dit, tu fais ce que tu veux avec tous les politiques, les journalistes que tu fais, mais ce qu'on fait ensemble, tu n'en parles pas. Et je l'ai lancé sur 2 pistes. La première, elle montait bien. C'était sur Marseille, donc on descendait en TGV. On le lâchait, il allait voir ses petits copains révolutionnaires. Toujours sur les Irlandais, là.
Non, sur l'extrême gauche. Sur l'extrême gauche. La piste, c'était de remonter vers Action Directe. Oui, bien sûr. Action Directe, il y avait ces 4 Gugus là qui étaient en cavale et personne ne savait où ils étaient. Et c'était tout le monde était dessus, quoi. Donc après moi, avec mon divisionnaire, on allait se prendre sur le vieux port, se manger une bouillabaisse. Vous avez senti Bernard Gégard qui était capable d'aller, de quitter les Antilles pour aller voir Action Directe. Il avait le talent, ou il avait la capacité d'aller dans des... Action Directe que vous ne connaissez pas, c'était pas sa cam, si je peux me permettre, ou son domaine. Mais c'était une taupe de premier ordre, Gégard. C'est ça. Une taupe de premier ordre. C'est ça que j'ai relevé chez lui. Mais qu'est-ce qu'ils font alors, Jean-Lucas, qu'est-ce qui fait les qualités de la taupe? C'est quoi déjà, accepter de travailler pour les services. D'accord. Commencer. C'est pas évident. C'est pas évident. Ensuite, avoir les contacts. Si c'est pour une taupe qui connaît rien, elle est bien gentille, la taupe, mais elle vous ramènera rien. Donc il faut que le gars soit OK pour travailler pour vous. Il faut qu'il ait d'excellents contacts, qu'il soit crédible dans son milieu, qu'on lui parle, qu'il n'éveille pas la méfiance, et puisqu'il s'y aille, et qu'il ait la patience. Parce que s'il y va en cherchant trop de renseignements, les révolutionnaires gauchistes, là, qui sont pas des enfants de cœur, mais pas des idiots non plus, vont se douter de là, d'autant plus qu'ils sont toujours sur leur garde pour éviter les pénétrations de la police et des services. Donc il faut ces qualités-là, et lui les avait. Ouais. Lui les avait. Et il a continué, alors, mais vous avez longtemps, enfin... Oh non, ça a duré quelques mois, pas plus, parce qu'ensuite, la première piste, c'était sur Marseille, la deuxième, c'était dans un quotidien parisien, et il y avait... Lequel Libération. Et il y avait, mais il y a longtemps. Hein. Ouais, non, la personne est décédée maintenant, je l'ai su dans Libération, en lisant la notice nécrologique, ou dans Le Monde, je sais plus. Mais il avait un gars très intéressant qui connaissait une foule de choses. Un type qui était dans le milieu depuis sa naissance. En fait, entre le journalisme et la taupe, il y a quelques points communs. Donc, le type était un grand professionnel de la conspiration. Ouais. Et Gégard arrivait au contact et il commençait, ça se passait bien. Et on a fait à la DST, bon, je rendais compte, parce que tous mes rapports avec Gégard, nous on avait un code de la manipulation, on faisait pas ça n'importe comment. Je le voyais, je rendais compte avec des rapports très circonstanciés, très précis. Parce qu'ensuite, dans le TGV, ils vont raconter ça. Oui, dans le TGV, alors je prenais des notes, ce qui était dur, parce que les premiers TGV, il y avait des vibrations, on n'arrivait pas à écrire. Maintenant, c'est mieux. Et vous n'enregistriez pas? Non. Non, jamais. Non, parce que enregistrer quelqu'un quand c'est pas. D'abord enregistrer sans qu'il le sache, avec tout le boucan qu'il y a dans un wagon, c'est pas très bon, surtout avec les appareils qu'on avait à l'époque. Et puis non, ça. On prenait tout même les informateurs, je les enregistrais jamais, moi. On prenait tout de mémoire ou je prenais de temps en temps. Voilà. Et donc, mes rapports, ils ont été transmis à l'UCLAT. La piste a été transmise à l'UCLAT. Et à l'UCLAT, ils ont décidé d'interpeller le gars. Évidemment, 48 heures de garde à vue, il n'a rien lâché. Et c'était fini. C'est fou, ça. Voilà. Non, mais ce qui est absolument passionnant dans votre et dans votre livre, etc., c'est au fond, on en parlait hors antenne, Jean-Lucas, c'est la psychologie et puis le moment. Quel moment, le timing, quand ce qu'il faut frapper, enfin intervenir ou pas intervenir, etc. Il y a ça. Sinon, on commet les bévues qu'on a pu connaître, quoi. Il faut de la patience. Ouais. Il faut beaucoup de patience. Et après, c'est dans notre métier, dans le contre-espionnage, il y avait deux choses. Soit on arrivait à recruter, à ce moment-là, on mettait le gars de côté, on le traitait comme informateur, soit on n'y arrivait pas et on avait suffisamment de billes contre le type pour faire une procédure. Et à ce moment-là, c'était la Cour de sûreté de l'État, 6 jours de garde à vue, et ensuite, à l'issue de la garde à vue, à l'issue de la nature des procès-verbaux, on voyait si on pouvait l'envoyer à la Cour ou pas. Parce que la Cour de sûreté de l'État nous laissait une grande liberté de manœuvre. On avait des rapports. Mes patrons, le divisionnaire avec qui je travaillais, Raymond Hart, on avait avec eux des rapports magnifiques. Je ne sais pas si en ce moment les procs de n'importe quelle cour disent aux policiers qu'est-ce que vous suggérez dans cette affaire. Et c'était ce qui se passait chez nous. Les procureurs laissaient une immense marge de manœuvre. Une immense marge de manœuvre. D'accord. L'accord tacite était qu'on ne leur déférait que des affaires ficelées alors totalement. Qu'on risque pas de se faire démonter les procédures par un avocat, parce que les avocats, quand on arrivait à la Cour de sûreté de l'État, c'était pas les débutants. Eh oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que nous avons encore Est-ce que nous avons des correspondants ou pas?
Alors, on va continuer, non, c'est parce que je vois des noms s'afficher, mais on n'est pas encore. Pas de problème, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je voudrais que vous me parliez de la Guadeloupe. À la Guadeloupe. Je suis parti à la Guadeloupe parce qu'après l'affaire le rapport de l'UCLAT que j'avais transmis au ministre Madeleine, qui m'a valu ma sortie de la DST, j'ai été un peu mis au placard et ensuite on m'a rappelé. Yves Bonnet, l'ancien préfet de la DST, partait comme préfet en Guadeloupe parce que Jacques Chirac avait été là-bas. Ça s'était pas très bien passé. Il y avait eu des émeutes et tout ça. Il en avait retiré un sentiment mitigé et il avait demandé à Charles Pasqua et à Robert Pandreau d'envoyer là-bas comme préfet quelqu'un à Poigne. Et Yves Bonnet avait tout à fait le profil de ce préfet très très ferme. D'accord. Et donc Yves Bonnet était parti, il avait dit je pars d'accord avec une équipe à moi pour arrêter les gars, parce qu'on avait une dizaine d'indépendantistes, de gens de l'ARC, des terroristes, qui avaient été mis en prison, à la prison de Basse-Terre, qui s'en étaient évadés et qui étaient en cavale depuis 2 ans, 2 ans et demi, et personne ne les retrouvait. Voilà. Donc on est parti, la petite équipe, pour ça. Et vous racontez d'ailleurs ce qui s'est passé ensuite, c'est assez fou. Je crois que nous avons un auditeur. Philippe de Caen est avec nous. Il a composé le 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour c'est Jean-Luc. J'ai une question entre le donneur et le serviteur. Voilà, je m'explique. À votre époque, mais encore plus maintenant avec la DGSI, avec la fusion et voilà ce qui s'est passé, pouvez-vous donner votre avis sur l'interprétation des gens à suivre? Je m'explique. Ça demande des connaissances en langue, à part le français et l'anglais, mais quand on a différents interlocuteurs à surveiller ou à analyser, ça demande des connaissances en arabe, en persan, voilà. Comment vous pouvez vous assurer que on ne raconte pas des histoires, c'est ça. En tout cas, le rapport est juste et bon. Est-ce que l'interlocuteur de la DGSI maintenant peut pas être manipulé non plus en interne? Jean-Luc, à votre avis, c'est il parlait de la connaissance des langues, parce qu'il dit, bon, aujourd'hui, c'est effectivement, ça peut être l'arabe, ça peut être le tchétchène, ça peut être l'afghan ou autre, hein. Vous avez, est-ce qu'ils ont, alors ce n'est plus ce qui se passait, mais est-ce que vous aviez aussi à l'époque et aujourd'hui, en tout cas encore plus, des problèmes d'interprètes qu'on ne raconte pas n'importe quoi, des gens qui connaissent suffisamment la langue pour bien retranscrire? Alors, d'abord, dans le contre-espionnage, on avait plusieurs traducteurs, des gens qui faisaient partie de la division et qui nous traduisaient ou les interrogatoires ou qui traduisaient les documents, et ça se passait sans problème, avec une totale confiance. À la division antiterroriste, on avait aussi des gens qui parlaient arabe. Moi, j'ai fait plusieurs reprises des auditions avec le traducteur, ce qui était très très facile, très pratique, parce qu'on pose la question, il le traduit, il a la réponse, il retraduit, et moi, ça me laissait le temps d'écrire la première réponse, de réfléchir et de voir l'architecture de l'interrogatoire que j'allais lui monter. Dans un sens, j'aimais bien les auditions avec un traducteur, parce que ça me donnait du recul pour réfléchir et tout ça. Donc c'était pas un problème. Alors maintenant, il y a énormément, avant les gens voyageaient moins. Donc on avait besoin de l'anglais, de l'arabe, du russe. Chez nous, c'était ça. Plus d'autres langues, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a une foultitude de langues. En lisant des trucs comme ça sur la presse, bon, j'ai su qu'ils avaient des problèmes pour trouver des linguistes, mais c'est des problèmes qui se résolvent. Quant à savoir si le traducteur est bien fidèle à ce qu'il fait, ça m'est arrivé quand j'étais au STIP. Le traducteur, sur des délégations. Alors, c'était plus du renseignement, c'était l'accueil de délégations arabes, par exemple, et je sentais un petit malaise entre mes invités des pays arabes et ce qu'ils me racontaient. Et donc, c'est simple, j'ai fait venir quelqu'un qui parlait arabe couramment et qui me traduisait ensuite les propos du traducteur. Et quand j'ai su que il ne traduisait pas d'un langue, j'ai fait un rapport et on a viré le mec. Bien sûr. Non, mais on contrôle ça après, on contrôle. Mais dans une manipulation, vous avez toujours le fait que vous savez jamais si le gars vous dit 100% de la vérité ou c'est le jeu, hein. C'est le jeu. C'est ça qui fait l'intérêt de raconter ce qu'il veut et après il faut vérifier et voilà. Je crois que nous avons un autre Philippe. Oui, restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et on retrouvera Philippe de Saône-et-Loire juste après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Philippe de Saône-et-Loire. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André et félicitations pour l'extrême qualité de vos émissions. Vraiment, ça mérite une appellation contrôlée. Merci. Je vais me faire rembourser par la sécurité sociale. Dites-moi tout. Je voudrais saluer votre invité et le tutoyer d'abord, non pas parce que je le connais, mais parce que on est de la même maison, de la même grande maison. Ah. Sauf que moi, j'étais dans la boutique d'à côté, surnommé les grandes oreilles. Vous voyez, les renseignements généraux. Voilà. Et donc, je voudrais rebondir sur ce qu'il disait à propos des informateurs. Effectivement, un informateur, faut jamais lui tourner le dos dans le sens où son intérêt n'est pas le même que le nôtre. Ouais. Nous, notre intérêt, c'est d'apporter quelque chose à l'enquête, à l'investigation. Et lui, il a un intérêt personnel, soit se faire écraser une affaire, soit de l'argent, soit tel avantage. Et donc, moi, je suis toujours parti. Moi, j'étais officier traitant. Et je suis toujours parti du point de vue que s'il en fumait en face, il était tout à fait capable de nous enfumer tout autant. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris. Et puis alors, à mon collègue, écoute, je te salue, et je peux te dire qu'on a un point commun, c'est qu'on connaît les plombiers. Alors, ils ont été, ça faut le dire, ils ont été saqués. Ils étaient extrêmement saqués après 81. Et il y en a un d'ailleurs qui est mort d'un cancer. Et le deuxième, je vais pas dire son nom, mais je vais te dire le prénom, Jean-Claude. Voilà, ça te dira quelque chose. Je l'ai bien connu parce que c'est lui qui m'a formé ultérieurement aux écoutes. Et donc, c'était un charmant collègue, voilà. Qui a travaillé effectivement après aux renseignements généraux. Et les plombiers, il y a des plombiers qui sont des gens charmants, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Mais je dirais ton bouquin, et puis tu m'enverras une dédicace. Salut. Pas de problème. Voilà, ils vont te donner mon numéro. Ils te donneront mon numéro. Absolument. On donnera votre numéro au standard, absolument. Je crois que nous avons quelqu'un aussi. Nous avons Guy ou pas encore, peut-être. Guy arrive, c'est Guy de Paris, Guy de Toulouse cette fois-ci. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Je suis heureux d'entendre une personne de cet éminent service pour lequel j'ai beaucoup de respect. Alors, je voudrais rappeler. J'ai plus de 70 ans, d'accord. Oui. À une certaine époque, j'étais à Bayonne et je militais pour la résistance au régime de Franco. Et un jour, on dira l'ami d'une tenancière, voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter. Non, c'est pas la peine de les dit, les amis du quai de Verdun sont au champagne toute la nuit. Vas-y tranquillement et c'est quoi le quai de Verdun? Excusez-moi, alors là il faut donner, c'est quoi le quai de Verdun? C'est quoi les amis du quai de Verdun? C'était le siège, notre auditeur connaît, c'était un des sièges de la DST. D'accord. Alors la DST trinquait au champagne, et pourquoi pas, donc dans un estaminet. Elle était invitée, elle a passé toute la nuit au champagne. D'accord, et alors? Et cette brillante équipe, très tranquille, avait laissé tout son véhicule ouvert, et à l'intérieur, tout un système d'écoute téléphonique, avec un carnet de bord. Ils étaient passés par la tour de Munich, etc. C'est à l'époque des plombiers et de l'affaire du Giscard d'Estaing, les avions renifleurs, non? Giscard d'Estaing, le Chaban enchaîné. D'accord. Et cette équipe se rendait sur la côte basque pour approcher les services de, à l'époque, Monsieur Chaban, quelque temps avant les élections présidentielles. Voilà. D'accord. Donc savoir si votre invité a eu connaissance de cette aventure. Jean-Lucas. Absolument pas. Non, absolument pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je vais lui laisser mon téléphone, j'aurai du plaisir à échanger avec lui. D'accord, on le fera. Jean-Lucas, je voudrais revenir quand même justement à ce problème de rapport. Alors, là où vous étiez évidemment dans une équipe, vous aviez vos patrons, etc. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que à des moments... sans parler d'une affaire spécifique, si par exemple le chef de la DST ou l'un des chefs ou l'un des officiers traitants, etc., reçoit une consigne
politique et il estime que la manière dont on doit le traiter n'est pas la bonne, c'est-à-dire que, je ne parle pas du fond, mais que stratégiquement, que tactiquement, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des discussions où il faut exécuter ce que disent les politiques de toutes les façons, c'est dans le métier, c'est l'ADN du métier, ou pas? Alors, d'abord, moi, j'étais un fonctionnaire, ce qu'on appelle un fonctionnaire de terrain, et je n'avais pas accès aux discussions qui peuvent se passer entre le préfet de la DST et le ministre. Je dirais, pour répondre à votre question, que tout dépend des rapports que le préfet de la DST ou les hauts cadres de la DST entretenaient avec le ministre ou les hauts responsables du pays. Ça dépendait des hommes. C'est ça. À certains moments, compte tenu de la personnalité de certains de nos chefs, je pense qu'il pouvait y avoir des cas où nos chefs disaient « là, vous faites une erreur, on va au casse-pipe ou là, il vaut mieux faire comme ça que plutôt que comme ci ». Et je pense, dans d'autres cas, peut-être qu'ils obéissaient. Pour l'affaire du canard, ils ont dit oui. Une partie de la direction a dit si ceux-là peuvent s'en occuper, s'ils veulent s'en occuper, qu'ils s'en occupent. Nous, c'est pas notre affaire. Et ils ont bien fait. La preuve. Mais non, ça dépendait des rapports et des personnalités des ministres et des dirigeants du service. Et dans le cas des Irlandais de Vincennes, c'est la même chose? Vous pensez qu'il y a eu quelques écarts entre l'analyse de tel ou de tel, ou pas? Parce que il y a eu quand même cette histoire de déposer des armes, enfin, et qui a tourné en fiasco quand même terrible. Oui, plutôt, oui. Plutôt. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, évidemment vous ne le savez pas, mais il peut y avoir eu des discussions assez précises? L'affaire des Irlandais, François Mitterrand, les socialistes en général se méfient un peu de la police. Bon. Ouais, c'est ça, il faut le dire, oui. Il se méfie un peu de la police. Ça s'est calmé après. Oui, bien sûr. Mais il se méfiait de la police, donc ils ont confié, et surtout, le service des voyages officiels, s'ils savaient bien organiser les missions précurseurs et tout ça, sur le plan de la protection réelle, c'était pas l'idéal. Et donc, effectivement, je pense que François Mitterrand devait se sentir mieux en sécurité avec les athlètes du GIGN qu'avec les autres. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a sans doute un sentiment de confiance. Le président Mitterrand faisait confiance à Proto. Je me suis d'ailleurs toujours demandé comment un type aussi redoutablement intelligent et florentin, comme on disait, que Mitterrand, pouvait avoir une confiance totale dans cet homme qui était un fidèle de chez fidèle, mais pour certaines parties, pas pour d'autres. Lui avoir confié un travail de renseignement sur l'antiterrorisme, alors qu'il y avait il y avait les RG, il y avait la PJ, il y avait la AST qui travaillait là-dessus, et il n'y avait pas de résultat pour l'instant parce que c'est un travail de longue haleine, le renseignement. S'imaginer que ces gars-là allaient pouvoir, en un claquement de doigts, réussir une affaire, c'était du rêve. Alors après, quand il y a eu cette affaire, il y a eu un emballement dans la presse. Ah, les gendarmes ont trouvé, le GIGN a trouvé un truc formidable, et tout ça, c'est parti. Et ensuite, alors là, il y a eu la part de zèle du capitaine Baril, qui n'a pas dû trouver grand-chose dans l'appartement des Irlandais, qui, si l'affaire avait été au bout de son plan procédural, se serait retrouvé en correctionnel avec 3 mois de sursis et une petite amende, un truc comme ça. Mais là, il s'est dit, il n'y a rien, allez hop, il n'y a rien, je mets quelque chose. Faisons une affaire. Et ça, c'est de l'irresponsabilité totale. Jean-Lucas, on arrive au terme de cette émission et encore une fois, je recommande votre livre parce que vraiment, il y a beaucoup d'affaires à raconter. Je vous dis, ça se lit comme un roman policier, encore une fois, mais c'est un roman vrai. Vous êtes heureux, vous êtes fier de ce que vous avez vécu là-bas. C'est quelque chose qui a été une expérience très passionnante pour vous, j'imagine, mais vous en retirez, juste en quelques mots, vous en retirez quoi de cette vie à la DST? Parce que 15 ans, c'est beaucoup. Je ne parle pas du privé. Vous pouvez dire que je suis fier d'avoir appartenu à ce service, à la DST. J'y ai vécu des années merveilleuses. Le boulot de contre-espion ou dans la lutte antiterroriste, c'est quelque chose de passionnant. C'est très exaltant. Ça vous apprend la patience, l'opiniâtreté. Ça vous fait découvrir, on est au centre des choses. C'est Camus qui disait, le policier, il est au centre des choses. Et il avait tout à fait raison. On faisait partie de l'histoire. Quand on travaillait contre le KGB, bien que j'ai beaucoup de respect pour les gens du KGB, qui étaient un grand service, comme le sont ceux du SVR maintenant, j'en doute absolument pas. Mais non, c'était une période extraordinaire. En fait, ouais, c'est ça. En fait, quelque part, vous faites l'histoire. Voilà, oui. C'est ça. Ouais.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Jean-Lucas et merci à nos auditeurs de nous écouter toujours aussi nombreux. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.